4, la réunion du G7 des Amis du Golfe de Guinée. La rencontre débutée aujourd'hui porte sur l'insécurité dans le Golfe de Guinée. 3 grands défis s'imposent aux pays concernés. Un mois après la tenue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la CEI fait le bilan du scrutin. La commission électorale indépendante est retirée de la capitale politique et administrative ivoirienne, Yamoussoukro. Le conseil de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody demande la dissolution de la FESI et de l'AGCI, deux mouvements estudiantins. Le conseil a pris cette décision après les violences qui ont causé la mort d'un étudiant. Et nous parlerons de la COP21 qui aura lieu en France le 30 novembre prochain. Le pays mobilise plus de 11 000 forces de l'ordre pour sécuriser l'événement. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Abidjan-Abrit, jusqu'à demain, la réunion du G7 des Amis du Golfe de Guinée. La rencontre débutée aujourd'hui porte sur l'insécurité dans le Golfe de Guinée. 3 grands défis s'imposent aux pays concernés: la coordination interrégionale, la lutte contre la piraterie maritime et le renforcement de la coopération judiciaire. Christelle Mena. Pêche illicite, terrorisme, piraterie, la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, à nouveau au cœur des débats au cours de cette 4e réunion du groupe G7 des Amis du Golfe de Guinée. La criminalité dans le Golfe de Guinée est en hausse et accentue l'instabilité en Afrique de l'Ouest dans un contexte de menaces terroristes persistantes. Il y a eu quelques incidents de pêche illicite en Côte d'Ivoire, un peu plus d'une dizaine d'actes. Et avec l'acquisition que la Côte d'Ivoire a faite de navires de patrouilleurs, nous avons pu intervenir à ce niveau-là. Mais ce n'est pas encore assez. Nos capacités ont besoin d'être renforcées, aussi bien au niveau de la formation que des capacités même opérationnelles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La situation requiert une approche transnationale et des stratégies concertées, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'Afrique et la communauté internationale doivent accentuer leur coopération dans cette perspective pour sauvegarder leurs intérêts mutuels. Nous devions également mettre l'accent sur la mise en place d'une stratégie nationale allant du renforcement des capacités légales et judiciaires des États avec l'harmonisation de nos législations au partage d'informations et d'expertise, à la mutualisation des moyens de surveillance en passant par la mobilisation des financements pour les infrastructures et la création d'emplois dans le domaine maritime. Des orientations qui découlent de résolutions prises au cours de diverses rencontres de haut niveau, notamment celle à Yaoundé, du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité et la sûreté dans le Golfe de Guinée en juin 2013. Dans leurs actions de coordination de l'exploitation et de la sécurisation des mers africaines, les pays ouest et centrafricains bordant le Golfe de Guinée sont soutenus par le groupe G7 des Amis du Golfe de Guinée. C'est la première région pétrolifère d'Afrique subsaharienne et l'un des principaux points de départ des flux pétroliers et gaziers vers l'Occident et l'Asie. C'est d'abord le principe de l'appropriation par les États riverains du Golfe de Guinée, car en effet, l'appropriation des enjeux, l'appropriation des défis à relever revient aux États riverains et c'est aux États riverains qu'il appartient d'évaluer les besoins et les demandes dans ce domaine. Nous autres accompagnons cette démarche. Nous sommes donc mobilisés pour continuer à nous battre, à lutter contre le terrorisme, à relever les défis des migrations et à rester très vigilants en termes de lutte contre la piraterie maritime. Le groupe G7 des Amis du Golfe de Guinée est composé notamment de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de la France et d'Interpol. Le groupe se réunit pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'occasion d'un passage de relais pour la coprésidence de la France et de l'Allemagne, au Portugal et au Japon. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est absent du pays. Il est en mission en Angleterre. Guillaume Soro y est depuis dimanche avec une délégation de députés ivoiriens à l'invitation du Parlement britannique. Le président du Parlement ivoirien multiplie les séances de travail avec les députés et les opérateurs économiques britanniques. Des rencontres pour relancer les échanges commerciaux entre les deux pays et intensifier la coopération interparlementaire. Les détails dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Grande-Bretagne, Michel Digré. Et loin de la Grande-Bretagne, ici en Côte d'Ivoire, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté 2 projets de loi de ratification. Il s'agit notamment de la loi portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et la réduction des droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique. On en sait plus avec Noël Niagno.
Le transport collectif de voyageurs dans le district d'Abidjan est un calvaire pour les usagers. Le gouvernement lui a trouvé une solution durable. La réalisation d'une ligne de métro allant de la commune d'Aniaman au nord à celle de Port-Boué au sud. Longueur du tronçon, 37 km 500 pour un coût de plus de 600 milliards de francs CFA, entièrement financé par des privés. La société Star, société des transports abidjanais, sur rail. Les travaux peuvent désormais démarrer parce que la loi de ratification de l'ordonnance de concession signée le 1er octobre dernier a été adoptée par les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale en sa séance de ce mercredi 25 novembre 2015, avec des dispositions particulières. Nous avons déjà un code des investissements qui existe et qui est en vigueur, qui a été pris en 2012. Ce code des investissements, par exemple, indique qu'en phase d'investissement, vous avez quelques avantages, notamment 40% de réduction des droits de douane. Mais ces avantages, vous les avez sur 2 ans. Le chef de l'État a proposé qu'on puisse étendre la durée de l'exonération pour que ce soit toute la durée des travaux. Avant l'examen et l'adoption de ce projet de loi, les députés se sont prononcés sur un autre projet de ratification. Celui-là a trait à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et la réduction de droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique, de tablettes électroniques et de téléphones portables. L'impact doit être immédiat sur le coût de ces matériaux. Ça veut dire que un produit qui coûtait, par exemple, si vous l'achetez à 100 francs, si vous l'achetez en Europe à 100 francs, vous allez normalement payer 40% de droits de douane. Donc il doit passer de 100 francs à 140. Ce même produit que vous achetez à 100 francs, vous l'envoyez à Abidjan, vous devez maintenant payer un droit de douane de 6,5%. Ça veut dire qu'il passe à 106,5%. 2 actes de bonne gouvernance qui ont mobilisé, outre le ministre du Budget, 2 autres membres du gouvernement qui soulignent ici la portée stratégique de ces 2 projets de loi. C'est un projet qui est financé à 100% par le secteur privé. Donc l'apport de l'État, c'est effectivement les exonérations que l'État va accorder. Et nous sommes heureux de constater que c'est un projet auquel l'ensemble des honorables députés adhèrent parfaitement et compte tenu de l'importance du projet. Il nous manquait cette couche au niveau de l'accès, donc un prix abordable, un prix supportable et des conditions d'acquisition supportables par la majorité des Ivoiriens. Donc aujourd'hui nous y sommes, nous avons grâce à l'effort de tous réussi à lever cet obstacle. Donc cela va permettre aux Ivoiriens, de façon générale, d'acquérir dans des conditions plus aisées, plus facilement, moins chères, un équipement informatique et de pouvoir donc profiter de tous les bénéfices qu'apportent aujourd'hui la technologie de l'information et de la communication. Notons que ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des parlementaires. Un mois après la tenue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la CEI fait le bilan du scrutin. La commission électorale indépendante se retire dans la capitale politique et administrative ivoirienne pour évaluer ce processus électoral. Les réflexions vont durer 3 jours, nous explique notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Sidonie Davila. La CEI, Commission électorale indépendante, à l'heure du bilan, veut tout d'abord consolider les acquis enregistrés lors de la présidentielle avant de renforcer les capacités de l'institution. 2 raisons qui justifient la tenue d'un atelier d'évaluation interne du processus électoral. Il nous faut donc, dès à présent, nous préparer à tout ce qui peut et doit advenir. Le regard rapide sur le programme de notre séminaire permet de remarquer le caractère pluriel de celui-ci. En effet, qu'il s'agisse du cadre légal et réglementaire, de la logistique et de la sécurisation du processus de la liste électorale, rien au cours de cet atelier n'échappera, je l'espère, à votre sagacité. L'institution apprécie la présence à ses côtés des autorités ainsi que de ses partenaires IFES, NDI, PNUD, USAID à travers son programme City 2.
Nous voudrions exprimer toute notre gratitude à la CEI pour l'important travail réalisé. Mais la célébration de ce succès ne doit pas faire oublier que du travail reste encore à accomplir. Je vous encourage à poursuivre vos efforts afin que la Côte d'Ivoire soit définitivement acquise à la démocratie et à la gouvernance. De manière pratique, ce sont 56 participants constituant 6 commissions thématiques qui devront sortir de leurs fructueux échanges des recommandations. Celles-ci permettront à la CEI de se projeter vers l'avenir des élections futures. Et comment ces élections ont-elles été sécurisées? Le ministre chargé de la Défense, invité du 16e Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, se prononce sur la question. Paul Kofi Kofi a abordé d'autres sujets relatifs à la menace djihadiste, le phénomène des microbes. On en sait plus avec Franck Kouadio. La sécurisation des élections en Côte d'Ivoire, quel bilan? Pour traiter le thème, le Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire reçoit le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Cela fait bientôt un mois que les élections ont eu lieu dans un climat apaisé, là où nombre de nos concitoyens étaient inquiets. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir quelle a été la recette du gouvernement quant à la sécurisation de ces élections. Face aux journalistes, la question sécuritaire avant, pendant et après les élections est décortiquée. Tout est parti d'avril 2015 de la mise en œuvre du plan de sécurisation des élections d'octobre 2015. Il s'agit de mobiliser des hommes, donc des forces nationales, à savoir les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale et la police nationale, mais en plus de cela en soutien avec l'ONUCI. Et au total, c'est à peu près 34 000 hommes qui en ont été mobilisés. Plusieurs phases pour la mise en œuvre de ce plan et au final, le satisfecit relevé au niveau sécuritaire. Aujourd'hui, je crois que les Ivoiriens ont lieu d'être fiers parce que c'est eux, c'est leur élection. Ils ont voulu qu'elle se tienne dans les conditions de sécurité. Cela est ce qui a été fait. Concernant la question de la présence de supplétifs d'ozo, les chasseurs traditionnels, sur le territoire, les barrages non autorisés, il y a une nette amélioration de la situation. De même, la gestion du cas des microbes, phénomène social fort préoccupant. C'est dans les fumoirs que se trouve, que se préparent, que se forment les bandits, parce qu'ils touchent à la drogue, à beaucoup de choses. Mais il faut aller à la racine, il faut détruire les fumoirs. Notons que le ministre Paul Kofi Kofi est le 16e invité du Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. La DDR fait son bilan dans la capitale politique ivoirienne. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration est en séminaire international à Yamoussoukro avec ses partenaires. La DDR partage son expérience en matière de désarmement des ex-combattants et fait le point de leur réintégration. Le reportage de Sidonie Davila. Août 2012, juin 2015, 3 années de mission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Une mission qui s'achève avec succès de l'avis des experts. La DDR, à travers ce séminaire international, veut partager son expérience. Je suis heureux aujourd'hui qu'on soit en face d'un succès, non seulement qu'il est difficile d'ignorer, mais qui, j'en suis sûr, fera faire des progrès considérables au DDR en général. Car les DDR sont des processus coûteux, sont des processus difficiles qui demandent un engagement politique très important. La réussite de la mission de l'ADDR repose essentiellement sur les innovations apportées au cours des activités. Nous avons apporté le désarmement mobile, donc où la structure se déplace vers les différents ex-combattants pour procéder à leur désarmement. Mais il y a aussi eu le désarmement communautaire où on est allé vers les communautés. Et ça, ce sont des exemples qui sont exportables vers d'autres programmes DDR qui n'en ont pas connu. Une autre innovation de taille, c'est la resocialisation, le stage de resocialisation qui lui vient se situer entre le désarmement de l'ex-combattant et sa réinsertion. C'est une étape pendant laquelle il reçoit des connaissances, des notions de civisme, de droits de l'homme pour qu'il puisse mieux se réinsérer dans le tissu économique. Et ça n'existait pas dans les autres DD. C'est une innovation que M. Fidel Sarasoro a apportée. La réussite de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ne marque pas pour autant la cessation d'activité de celles-ci.
L'État de Côte d'Ivoire et 2 banques commerciales mobilisent 21 milliards de francs CFA pour réhabiliter la zone industrielle de Yopougon et aménager 50 hectares de parcelles dans la nouvelle zone industrielle PK24. La signature de convention a eu lieu hier. Frédéric Oulaï, Jean-Jacques Wamiala. 21 milliards de francs CFA, dont 12 milliards de la société ivoirienne des banques CIB et 9 milliards de la BACI, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, ont été mobilisés sur les 50 milliards de francs CFA attendus pour le développement des zones industrielles de Côte d'Ivoire. Cela à travers une signature de convention de financement entre l'État et 2 banques commerciales. Ces fonds levés s'inscrivent dans le cadre de la facilité du Fonds de développement des infrastructures industrielles. Objectif, faire face aux dépenses relatives d'une part à la réhabilitation et aux travaux d'assainissement du bassin d'orage de la zone industrielle de Yopougon et d'autre part à l'aménagement d'une parcelle de 50 hectares de l'eau industrielle dans la nouvelle zone industrielle d'Abidjan PK24. Vous savez, il y a un grand programme de développement des zones industrielles. Il s'agit de mettre des instruments qui soient efficaces et les mettre à la disposition des industriels. Et pour que les industriels puissent créer leurs industries et donc travailler. Ce prêt va permettre donc d'amplifier le processus et d'accélérer la mise à disposition des infrastructures industrielles. Ce prêt va durer pratiquement 7 ans. Et après 7 ans, on ira encore chercher d'autres ressources sur le plan international pour être en mesure de satisfaire en matière de gestion, en matière de terrain viabilisé. Le ministère de l'Industrie et les structures mandatées par le ministère chargé de l'économie et des finances promettent se retrouver en compagnie d'autres institutions financières en vue de boucler les 50 milliards. Pour l'heure, les banques prêteuses se félicitent de la mise en place d'un consortium d'institutions financières pour accompagner ce projet du gouvernement. Les enjeux de nos pays, de nos économies sont tels qu'une seule banque ne peut pas en fait supporter la capacité de financement. Donc le fait de se mettre ensemble, de syndiquer chacun apportant sa pierre à l'édifice est quelque chose d'extrêmement important pour la Côte d'Ivoire. La réhabilitation des zones industrielles actuelles afin de les mettre aux normes ainsi que la création de nouvelles zones constitue une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et ce, dans l'optique de porter la part du secteur secondaire à 40% du produit intérieur brut à l'horizon 2020. Et c'est parti pour les 16e journées d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le ton a été donné aujourd'hui par une marche dans la commune de Cocody. Les femmes, parées dans des couleurs oranges, ont reçu le soutien des hommes. La campagne de sensibilisation a rassemblé notamment les membres du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Baraki Sabamba, Grace Kando. Tous unis et en tenue orange pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Une marche des membres du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ONU Femmes et acteurs de la société civile donne ainsi le ton des 16e journées d'activisme contre ces violences. En voulant commencer par la marche, on a voulu communiquer non seulement avec ceux qui sont avec nous ici dans la marche, mais aussi avec tous ceux que vous voyez en train de passer dans les voitures, avec des banderoles. Nous concevons qu'il est inadmissible dans notre monde nouveau que nous puissions continuer à les voir se faire battre, se faire abuser. De la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. C'est le thème retenu pour ces journées. Au menu, campagne de sensibilisation de masse, projection des films et la sensibilisation de toutes les synergies, les forces de la nation pour une meilleure protection et promotion des droits des femmes et des filles. Il s'agira pour l'ensemble des acteurs de travailler à la réorientation de nos stratégies, de travailler également à briser le silence et les tabous. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, de 2000 à 2015, son ministère a enregistré 14 605 cas de violence. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence sexiste et le 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme. Ces 16 jours sont donc placés sous le signe de l'espoir. L'espoir de mettre fin un jour à toutes ces violations.
Et l'ONG Jean Parité Leadership Féminin opte pour une conférence publique pour dénoncer les violences faites aux femmes. Thème choisi pour la conférence, le mariage précoce, une forme de violence à l'égard des femmes. Et l'objectif est d'amener le législateur à se pencher sur la question, nous disent Fidèle Aigné et Patricia Omouetia. Voici Mariama, 13 ans et mariée. Le mariage précoce est un enjeu important et pour cause, 75% des filles sont mariées avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Des filles de 13 ans comme Mariama. Trop souvent, le mariage d'enfants est issu d'une combinaison de facteurs, notamment la pauvreté, l'inégalité entre les sexes et le non-respect des droits des enfants. Si on ne fait rien pour mettre fin à cette tendance, plus de 140 millions de filles-enfants seront mariées d'ici 2020. En Côte d'Ivoire, selon une étude menée par l'UNFPA, 9,8% des jeunes filles sont mariées à l'âge de 15 ans. Ce que nous recherchons, c'est que nous-mêmes, nous soyons les ambassadeurs contre le mariage précoce, c'est-à-dire des ambassadeurs hommes et femmes pour dire « je ne donne pas ma fille en mariage avant l'âge adulte ». Des pratiques récurrentes, notamment à l'est, au nord-est et au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, il n'existe pas de sanctions pénales contre le mariage précoce. Il y a un vide juridique. Il n'y a pas d'infraction dans ce cas. C'est plus sur le terrain civil qu'on voit dans ce cas la nullité de ce mariage. C'est une nullité absolue. Il n'y a pas de sanction pénale spécifique. Et là, nous insistons encore là-dessus. Ce n'est pas une forme d'encouragement, mais nous voulons dire qu'à ce niveau-là, il y a un vide. Il faut que, n'est-ce pas, les législateurs votent des lois pour réprimer spécifiquement ceux qui s'engagent dans ces liens. La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est célébrée chaque 25 novembre. La Côte d'Ivoire a donc pris des dispositions relatives à l'élimination des violences basées sur le genre. Voilà, rappelons donc que la campagne contre les violences faites aux femmes débutée aujourd'hui, 25 novembre, s'achève le 10 décembre prochain. Le conseil de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody demande la dissolution de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et l'AGSI, l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Le conseil a pris cette décision après les violences survenues entre ces deux mouvements et qui ont causé la mort d'un étudiant. Le témoignage est signé à Mississoko. La violence en milieu estudiantin a enregistré la semaine dernière de nombreux dégâts à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le bilan est lourd. On dénombre 6 blessés, dont 2 dans un état critique. Il s'agit des nommés Koné Wilfried, étudiant en Master 1 de gestion, et de Asseux Laurent, inscrit en Master 2 de gestion. Tous les blessés ont été évacués au service des urgences du CHU de Cocody le même jour. Le lendemain, malheureusement, l'étudiant Koné Wilfried décède suite à ses blessures. Après ce constat, le Conseil prend des mesures. Le Conseil décide dans l'immédiat de démanteler les QG des syndicats d'étudiants, de suspendre toutes les activités des syndicats jusqu'à nouvel ordre, de demander aux autorités compétentes la dissolution de la FESI et de l'AGSI, de renforcer les effectifs de police présents sur le campus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique approuve au nom du gouvernement les décisions prises. Le gouvernement approuve les mesures et recommandations proposées par le Conseil de l'université sur le point précis de la dissolution des syndicats d'étudiants. Le gouvernement a mis cette question à l'étude et rendra sa décision publique dans les jours à venir. Pour l'heure, tous les syndicats d'étudiants sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de la Justice a été saisi à l'effet d'ouvrir une enquête en vue d'identifier et punir les auteurs des faits graves. Les faits remontent précisément au 18 novembre dernier sur le quai de la Sotra, à l'entrée des urgences du CHU de Cocody, pour une question de contrôle et de gestion du quai. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et l'AGSI, Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, n'arrivent pas à accorder leur violon. Le jour suivant, une autre dispute pour occupation de chambre. Suivant alors
le drame. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conduite par le ministre Nyamien Konan, s'est rendue au domicile du défunt pour apporter la compassion du gouvernement à la famille éplorée. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique lance la formation des accompagnateurs relais. Ces derniers vont former à leur tour ceux qui vont accompagner les élèves dans le projet d'entrepreneuriat en milieu scolaire. Ce projet vise à inculquer aux élèves le goût de l'entrepreneuriat afin de leur permettre d'assurer leur autonomie une fois sortis des cycles scolaires et universitaires. Le lancement de cette formation a eu lieu à l'hôtel du district d'Abidjan au Plateau. Une opération de déguerpissement est en cours dans la commune d'Abobo. Les transporteurs, commerçants et autres mendiants ont commencé à être déguerpis des alentours de la mairie. Cette opération débutée le lundi vise, selon la mairie, à assainir la commune et à améliorer la fluidité routière à Abobo. Abdul Kader Ouattara, Abou Sanogo signe ce reportage. La commune d'Abobo veut donner une meilleure image d'elle. Désormais, les commerçants, transporteurs, vendeurs ambulants et autres mendiants n'ont plus le droit d'occuper de façon illégale et anarchique des sites de la commune, surtout les grandes artères, mais aussi les alentours de la mairie, les ronds-points ainsi que l'hôpital général. Le 18 novembre dernier, 3 arrêtés municipaux ont été pris par le maire Adama Tungara après plusieurs campagnes de sensibilisation. Depuis ce lundi 23 novembre, le déguerpissement dit progressif de tous les occupants des gares routières et autres situés aux abords de la mairie a débuté. Dans cette volonté d'assainir et désengorger le centre-ville, améliorer la fluidité routière tout en assurant la sécurité des biens et des personnes, les autorités communales précisent que l'opération n'est dirigée contre personne. Elles appellent les transporteurs et commerçants à les aider à faire régner l'ordre. Je leur demande l'indulgence et la compréhension pour leur dire que le maire ne peut jamais aller contre sa population. Il n'y a pas de maire sans la population, il n'y a pas de commune sans la population. Qu'ils nous comprennent. Un marché, c'est un marché. Un rond-point, c'est un rond-point. On ne doit pas venir s'installer sur le rond-point pour en faire un marché. Ce n'est pas normal. Il faut que la commune soit bien gérée. Si nous voulons aller à l'émergence, l'émergence aussi nous demande un certain nombre de comportements. Mais visiblement à la tâche, l'action rencontre des difficultés. Le transfèrement de toutes les gares routières à la nouvelle gare d'Anonkwa-Kouté n'est pas du goût de tous. Si on va jusqu'à de l'autre côté, bon, ça ne va pas nous permettre de bien travailler et les gars ne vont pas se déplacer pour aller là-bas aussi. Et vous voyez un peu. Bon, quand nous sommes au milieu ici, tout le monde peut se déplacer rapidement, emprunter les bras ou bien facilement. Bon, pour arranger tout le monde quoi. On dit on va quitter ici, c'est pas joli à voir. Demandez le maire quand nous laissons se débrouiller ici un peu. Les autorités municipales semblent tout de même décider cette fois à faire régner l'ordre et donner un autre visage de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Et cela devrait se faire avec l'appui de la police, la gendarmerie et le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Hors de la Côte d'Ivoire, état d'urgence décrété pour 30 jours, couvre-feu dans le Grand Tunis de 21h à 5h du matin, fermeture de la frontière avec la Libye. La Tunisie prend toute une série de mesures après l'attentat d'hier qui a fait au moins 12 morts et 17 blessés contre un bus de la garde présidentielle. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Rappelons que la Tunisie a été confrontée à plusieurs attaques djihadistes au cours de l'année écoulée, dont 2 attentats sanglants contre le musée de Bardo en mars et contre un hôtel près de Sousse fin juin et qui ont fait 60 morts. Et je vous livre le communiqué, le télégramme adressé à son Excellence Kaïd Essebsi, président de la République tunisienne, par le président de la République Alassane Ouattara. C'est avec une très vive émotion que j'ai appris l'attentat qui a explosé, qui a été perpétré par des terroristes dans un bus de la sécurité présidentielle à Tunis et qui a occasionné plus d'une dizaine de pertes en vies humaines et de nombreux blessés le 24 novembre 2015. Je condamne avec fermeté ces actes violents, inhumains qui portent gravement atteinte à la sécurité, et au développement de notre continent. Sensible à ce drame, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, notre profonde compassion et manifester nos sentiments de solidarité au peuple frère de Tunisie.
Dans 5 jours aura lieu la grande conférence de Paris sur le climat. La France, qui a connu il y a une dizaine de jours des attentats, annonce un dispositif sécuritaire fort de 11 000 hommes. Ce pour assurer la sécurité des 147 chefs d'État et de gouvernement attendus à ce grand rendez-vous du climat. Angela Merkel, la chancelière allemande, espère que la communauté internationale trouvera un accord contraignant. Et notez en bref que l'année 2015 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. L'information a été donnée aujourd'hui même par l'Organisation météorologique mondiale. L'organisation interpelle donc les États. Il faut agir vite pour limiter le réchauffement climatique. Alors, les négociateurs qui ont rendez-vous à Paris à partir de lundi 30 novembre sont donc prévenus. Le pape François a entamé sa tournée en Afrique. Il est arrivé aujourd'hui au Kenya, première étape de son voyage de 5 jours qui le mènera également en Ouganda et certainement en République centrafricaine. Nairobi au Kenya, ce mercredi 25 novembre. Le pape François pose les pieds pour la première fois de son pontificat en Afrique. Il a été accueilli par des chants et des danseurs. Pour ce voyage sur le continent noir, la sécurité est maximale. 10 000 policiers et militaires vont patrouiller dans le centre de Nairobi. 20 soldats d'élite entraînés spécialement en Italie assurent la protection rapprochée du pontife. Lors de cette tournée de 6 jours très dense, le pape se rendra en Ouganda et en Centrafrique. Il entend prêcher la paix, le dialogue interreligieux et la protection de l'environnement. Un séjour durant lequel le pape François célébrera des messes et effectuera plusieurs visites symboliques comme celle d'un immense bidonville au Kenya, d'un dispensaire en Ouganda, d'un camp de déplacés et d'une mosquée à Bangui, la capitale centrafricaine. Malgré les violences entre milices musulmanes et chrétiennes et l'insécurité à Bangui, pour le pape, l'annulation d'une étape de son voyage serait une défaite. Pour rappel, les dernières visites en Afrique du pape Benoît XVI, prédécesseur de François, datent de 2011 au Bénin et de 2009 au Cameroun et en Ouganda. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Mobio.